d'avoir pensé à m'inviter. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à cette invitation, quand en plus on est reçu comme je l'ai été hier. Et je voudrais remercier M. Touati, qui m'a fait visiter votre belle ville. On ne demande qu'une chose, à revenir. Vous savez, quand on m'a contacté, je vais essayer de respecter le temps, j'avais choisi la diversification parce que c'est un moment important chez l'enfant, d'autant plus important aujourd'hui qu'avec ce que je vais vous dire, c'est que la diversification, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi une façon de découvrir une personnalité. La suivante, s'il vous plaît. C'est aussi, vous voyez, j'ai commencé ma communication par cette citation de Rabelais. Rabelais qui a été un médecin, mais également au XVIe siècle français, mais qui également a été un penseur qui déjà, au XVIe siècle, remettait en question la façon dont on éduquait les enfants. Et vous voyez la citation qu'il dit, il dit que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Le lien avec la diversification, c'est que la diversification, quelque part, c'est aussi un apprentissage de la vie. C'est d'autant plus important aujourd'hui que, vous savez, avec ce qui est en train de se développer, en particulier les origines développementales de la santé, le concept des 1000 premiers jours, c'est-à-dire ces deux concepts qui mettent en relief l'importance d'un bon départ dans la vie et de l'impact de la nutrition sur le développement de l'enfant, sur la santé future de l'enfant. Vous savez très bien qu'il y a un lien qui a été assuré aujourd'hui entre ce qui peut se passer pendant la grossesse. On sait aujourd'hui que des femmes obèses peuvent donner naissance à de futurs obèses. On fait le lien entre obésité et diabète gestationnel. Il y a des liens donc qui ont été vérifiés. Comme probablement aujourd'hui on décrit l'impact des produits qu'on peut utiliser pour développer l'agriculture et l'impact de ces produits sur le long terme, sur le système endocrinien de l'enfant et du futur adulte. Incontestablement, les premiers jours sont très importants. Et la diversification, à mon avis, représente une étape essentielle dans ce processus. Suivante. Vous voyez, vous le savez très bien, en fait, pendant longtemps, en fait, l'alimentation lactée a représenté l'essentiel de l'alimentation de l'enfant jusqu'à un âge assez avancé. C'est au début du XXe siècle, probablement qu'on a commencé à proposer, des médecins d'Europe, du centre, ont commencé à proposer d'introduire d'autres aliments. Chez nous, dans les années 60, juste après l'indépendance, le docteur Raoul avait introduit une farine qui était une farine de sevrage, qui s'est appelée la superamine. Cette farine, faite à base de légumes secs, a constitué incontestablement une solution aux problématiques qui se posaient à l'époque, celle du sevrage brutal et des conséquences d'un sevrage brutal, avec des diarrhées qui n'en finissaient pas, la malnutrition et les décès. Pendant les années 70, ma génération a diversifié à partir de 3 mois. Les années 90 ont vu apparaître un souci exprimé par d'abord des pédiatres, celui de l'apparition et du développement d'allergies alimentaires. Et donc, on a pensé, en retardant la diversification à 6 mois, éviter ou prévenir certaines allergies alimentaires. On est revenu depuis l'an 2000 sur ça
Pourquoi? Parce qu'un autre concept est apparu, celui des fenêtres d'opportunité. On sait aujourd'hui que ce qui serait plus intéressant, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon je vais mettre 1 heure, on a déjà du retard, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas introduire n'importe quand et n'importe quoi. Par exemple, et je vais prendre le seul exemple, celui du gluten, pendant quelque temps on a pensé qu'en retardant l'introduction du gluten après le 6e mois, on pouvait éviter la maladie cœliaque, et on est tombé sur l'inverse. On faisait plus facilement une maladie cœliaque quand on introduisait le gluten après 7 mois trop tardivement. Comme si, en fait, il existait une période qui était la belle période, la bonne période pendant laquelle il fallait introduire le gluten. C'est après 4 mois, pas après 7 mois. C'est ça ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. C'est valable également pour beaucoup de choses, on le verra. Suivante, s'il vous plaît. Quelle place la diversification suivante? Comme je vous l'ai dit, c'est la période qui suit la phase d'alimentation lactée exclusive. Elle se situe entre 6 et 12 mois. En vérité, je devrais dire en 6 et 18 mois. Et elle prépare, bien sûr, à une alimentation de type adulte. Donc, c'est une période de transition. C'est dans ce sens qu'en fait, elle prépare le petit de l'homme à devenir ce que vous êtes, ce que nous sommes, des omnivores qui mangeons liquide, solide et l'intermédiaire. Suivante. Donc, c'est l'introduction progressive d'autres aliments que le lait, c'est-à-dire un aliment liquide et également complet. Les fenêtres d'opportunité, je vous en ai parlé. L'inconvénient d'une diversification précoce, c'est courir le risque. Précoce, c'est avant 4 mois, c'est courir le risque d'induire des allergies. L'inconvénient d'une diversification tardive, je vous ai cité le gluten, c'est finalement on se rend compte, quand on introduit tardivement, eh bien on fait courir le même risque à l'enfant, celui d'induire des allergies. Suivante, s'il vous plaît. Une diversification précoce. Il y a une immaturité digestive. J'entends par immaturité digestive une incapacité sur le plan physiologique à digérer et surtout à absorber également des nutriments. Suivante. Il y a l'immaturité rénale, oui, il faut en parler. Le rein, vous savez, élimine ce que j'appellerais les déchets, et en particulier les ions H+. C'est l'organe essentiel de l'équilibre acido-basique. Le rein a des capacités d'élimination qui sont limitées chez le nouveau-né et chez le petit enfant. Ce n'est que vers 6-7 mois qui commence à avoir des capacités d'élimination, donc de concentration, qui deviennent intéressantes pour pouvoir répondre à l'introduction de ces aliments nouveaux. Suivante, s'il vous plaît. Et il y a l'allergie, évidemment, on en a parlé en long et en large. Notre système immunitaire n'est pas mature. Cela veut dire qu'il est capable de réagir très brutalement au contact d'éléments étrangers. Protéines essentiellement, mais ça peut être autre chose. Donc, et cette maturation de notre système immunitaire va se faire très rapidement au cours des premiers mois de vie. Je vous rappelle que le plus grand organe immunitaire est l'intestin, et que cet intestin est en contact permanent avec l'extérieur à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le biotope, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la flore bactérienne. La flore bactérienne qui aujourd'hui, grâce au développement de la biologie moléculaire, est en train de prendre une importance considérable. On sait mieux l'étudier, et parce qu'on sait bien l'étudier, on connaît de plus en plus l'importance fondamentale de cette flore dans le développement et la maturation du système immunitaire. Suivante, s'il vous plaît. L'excès pondéral, c'est parce que, justement, aujourd'hui, les sociétés développées ont vu l'explosion, littéralement, du nombre d'obèses.
c'est également parce qu'on a voulu étudier, prévenir ce fléau, qui est un véritable problème de santé publique, y compris chez nous maintenant, qu'on s'est intéressé justement aux nourrissons, aux nouveau-nés, et qu'on a pu développer ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire les origines développementales de la santé. Suivante, s'il vous plaît. Oui, alors le risque d'une diversification tardive, contrairement à ce qu'on pense quand on introduit tardivement, c'est-à-dire, vous voyez j'ai choisi l'œuf, l'arachide. L'arachide est probablement quelque chose qu'on doit introduire bien après, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais parce que c'est un des aliments les plus allergènes. L'œuf, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on peut introduire jaune et blanc de la fin de la première année de vie. Les carences, oui, les carences, c'est aussi, vous le savez très bien, un des risques à introduire tardivement, parce qu'un des objectifs de la diversification, c'est ça, c'est de prévenir les carences. Je pense en particulier au fer. Vous le savez très bien, l'enfant naît avec des réserves de fer, qui compensent le fait que le lait maternel n'apporte pas la quantité de fer qu'il faut, donc il va utiliser le fer. La nature, c'est très, très, très bien faite. Un enfant qui a progressé sur le plan psychomoteur. Le progrès de l'enfant est essentiellement lié, je pense, à l'organe le plus extraordinaire qui existe sur Terre, c'est-à-dire le cerveau humain. Le cerveau humain est l'organe le plus complexe et le plus extraordinaire qui existe sur Terre. C'est celui qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire les rois de la Terre. Tellement roi qu'on est capable de foutre en l'air cette terre elle-même. Et donc, il fait de cet enfant, qui était instinct à la naissance, il va en faire petit à petit un être qui va se développer avec le cortex, qui va pouvoir exprimer des désirs, qui va pouvoir recevoir également des protéines étrangères. Ça, c'est la maturation du système immunitaire. La maturation du système immunitaire est lié probablement au développement de la flore, du biotope de la flore microbienne. Et la flore microbienne est un véritable organe très particulier, différent de chacun, pour chacun de nous. Vous savez que probablement, avant les empreintes digitales, avant même la rétine, on pense que c'est un facteur qui va permettre de reconnaître les individus. Chacun de nous a sa propre flore. Et c'est elle qui transmet probablement l'information au système immunitaire et qui va faire qu'on va pouvoir adapter la réponse. Suivante.
il y a l'acquisition de la possibilité de mastiquer. Mais, il faut solliciter. Si je dis ça, c'est parce que je veux parler, ce que je dis déjà au départ avec Rabelais, c'est qu'effectivement, il faut solliciter l'enfant, ne pas lui imposer. Jamais. C'est donc dans cette façon de solliciter qu'on va pouvoir éduquer et développer chez l'enfant tout ce que l'alimentation représente dans ce qu'elle a de contact avec l'extérieur, dans le développement du goût, dans la façon dont il va s'alimenter plus tard. On sait aujourd'hui que le développement du goût, le développement sensoriel, l'appréciation, y compris dans les couleurs, se développe et commence à se développer déjà in utero, puisque l'enfant va percevoir à travers le liquide amniotique, va avoir des sensations, va percevoir des choses qui sont très importantes pour son développement. Suivante, s'il vous plaît. Entre 4 et 8 mois, pas avant 4 mois, pas après 8 mois. Suivante, s'il vous plaît. Il y a également, pourquoi à cette période, il y a l'évolution des besoins. Le lait n'arrive plus à couvrir tous les besoins, en particulier en acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, je vous le rappelle, ce sont des acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire qui possèdent au moins 2 doubles liaisons. Je parle en particulier des oméga 3 et des oméga 6, indispensables pour le développement du système immunitaire, mais également du cerveau. Les protéines, oui, il faut absolument élargir la palette. En faisant attention, on verra qu'on peut avoir des problèmes pour les protéines du type on peut apporter trop de protéines à l'enfant. Suivante, s'il vous plaît. Le fer, j'en ai déjà parlé. Suivante. Les oligo-éléments, on sait, vous savez très bien la place, par exemple, du fer, mais du zinc, dans le développement et la maturation du système immunitaire. Suivante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, finalement, si on doit retenir? Bien sûr qu'il faut introduire un peu tout, progressivement, mais faire attention au sodium. Les études qui ont été faites, les études en particulier, des apports alimentaires chez le nourrisson après le 6e mois montraient qu'on risquait d'apporter trop de sodium. Il y a un lien entre cet apport excessif de sodium et le développement futur chez l'adulte de certaines pathologies, en particulier cardiovasculaires, chez l'adulte. Suivante. Alors, pour les graisses, eh bien, la diversification va permettre d'apporter justement la quantité et surtout la qualité. Je vous ai parlé des oméga 3 et des oméga 6. Alors, c'est pour cela que peut-être c'est intéressant d'apporter des huiles végétales au plat du bébé et favoriser les produits infantiles contenant des acides gras essentiels. C'est l'acide en particulier linoléique et linolénique. Suivante, s'il vous plaît. Pour les protéines, le risque c'est d'apporter trop de protéines. Les études justement qui ont porté en France, comme aux États-Unis ou en Angleterre, ont montré qu'en fait, avec la diversification, le risque qu'on prenait, c'est d'apporter des quantités de protéines trop importantes. Normalement, on devrait apporter un maximum de 2 grammes par kilo et par 24 heures chez le nourrisson. Et on a calculé des apports qui montaient au-dessus de 4 grammes par kilo et par 24 heures, c'est-à-dire le double des besoins. Il faut reconnaître, alors, je le dis, rien ne vaut le lait maternel, vous le savez très bien. Pas uniquement parce qu'il y a une spécificité qui est en rapport avec la race, c'est également par l'équilibre des nutriments qu'il apporte. Et le lait maternel reste une référence pour tout ce qui est alimentaire, y compris chez l'adulte. Suivante. Je cite toujours, justement, pour le lait maternel, j'ouvre et je vais fermer rapidement la parenthèse, l'histoire de Rome.
Rome a été fondée en moins 752 par deux jumeaux, vous le savez très bien, c'est ce que dit le mythe, Romulus et Rémus, deux jumeaux qui auraient été alimentés par une louve. On sait aujourd'hui que c'est un mythe, pour une raison très simple, c'est que le lait de la louve ne peut pas convenir à l'espèce humaine. Il contient 100 grammes par litre de protéines, 10 fois plus que le lait humain, et que c'est incompatible avec la vie. Pourquoi individualiser cette période de 6 à 12 mois? C'est également de l'éducation que vous faites. Et Rabelais, vous voyez, d'actualité aujourd'hui. Il y a 5 siècles, Rabelais se révoltait contre un système éducatif à l'époque, celui en particulier des jésuites, qui bourrait le crâne. Et c'est lui qui allait dire avec Montaigne qu'il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Rabelais est d'actualité parce qu'il dit que ce qui compte, c'est la qualité également du contact. C'est de respecter la personne de l'enfant, ou la personnalité de l'enfant, qu'il faut apprendre à découvrir. C'est avec le goût, on apprend, on éduque un goût. Nous avons, par exemple, un goût inné pour le sucré. On naît avec, on aime le sucré. L'homme aime le sucré. Il n'aime pas le salé, encore moins l'acide et l'amer. Il faut apprendre au petit homme à prendre du salé, à prendre de l'acide, à prendre du sucré. Il y a également la texture. Vous savez, vous passez du liquide au solide. C'est ça la texture. Avec tout ce qui est intermédiaire, il faut lui apprendre à aimer ça. En sachant l'introduction de la cuillère également, elle est possible à partir du 4e, 5e mois. Parce que je vous ai dit qu'il a les capacités de prendre avec la bouche. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'avec la diversification, vous allez apporter. Et nous sommes des individus et des personnes humaines. C'est-à-dire, nous sommes tous différents les uns des autres. Prenez garde à ne pas comparer. Chaque personne est particulière. Donc, aux parents de découvrir la personne de l'enfant et de le suivre et de l'accompagner. Suivante, s'il vous plaît. Rôle éducatif et social, bien sûr, avec ce contact, il rapproche de l'alimentation au niveau de l'adulte. Suivante, s'il vous plaît. Et il va aider ce passage de la succion à la mastication. C'est très différent. La succion, regardez, la position de la langue. Dans la succion, la langue elle a un rôle, elle plaque le mamelon contre le voile du palais et elle tire. Dans l'alimentation de type adulte, la langue se creuse pour recevoir l'aliment et l'avaler. Cette capacité de l'enfant, elle existe à partir du 4e, 5e mois. Suivante. Comment répondre à cette problématique? Les laits de suite, évidemment. Je vous ai dit, je mets de côté une chose, c'est le lait maternel, qui reste incomparable. Maintenant, sur le marché, il existe des laits, et les laits de suite, à mon avis, sont aujourd'hui des formules proposées à l'enfant qui sont beaucoup plus intéressantes que le lait entier qu'on proposait de mon temps. La diversification, bien sûr, je vous ai dit pourquoi, c'est ça, elle va permettre de répondre à toutes ces problématiques suivantes. Alors, je reviens au lait, les préparations de suite sont intéressantes parce que aujourd'hui, les fabricants de ces laits ont beaucoup appris avec le lait maternel et avec ce qu'on sait aujourd'hui du développement de l'enfant. Donc, elles apportent des acides gras essentiels, du fer, mais elles permettent aussi d'éviter peut-être ce que la diversification peut apporter, cet excès de protéines. Suivante. Les préparations de suite assurent un apport protéique suffisant, un apport lipidique équilibré, un bon apport en calcium, phosphore, sels minéraux et vitamines et un supplément en fer. C'est-à-dire que finalement, elles sont intéressantes parce qu'elles vont apporter, elles vont compenser les risques d'une diversification qui peut, justement en apportant trop de sel, trop de protéines,
poser des programmes pour la suite. Suivante. Les préparations du suite, elles sont données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un minimum de 500 millilitres à apporter chaque jour à l'enfant, après 6 mois. 500 millilitres. Pas au-dessus de 750 à 800 millilitres. Alors, en 2 ou 3 repas. Suivante, s'il vous plaît. Ça, je vous l'ai dit, la diversification commence plutôt à 4 mois, parfois à 6 mois. Elle doit être prudente. Alors, est-ce qu'il faut commencer par des fruits, par des légumes? En fait, vous commencez comme vous voulez. Mais bon, je vous conseille les légumes, puis les fruits. Mixés en petits pots. On introduira ensuite viande et poisson. Suivante. À propos des petits pots, vous savez, là aussi, les petits pots ont constitué incontestablement un progrès parce qu'ils facilitaient le rôle des mamans qui travaillaient, qui se remettaient au travail. Sauf que, en 70, quand on a fait une étude sur les petits pots, on s'est rendu compte, en fait, c'est pas tellement l'étude du petit pot. Quand on a voulu commencer à comprendre pourquoi nous, à 50, 60 ans, développions des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, et qu'on s'est intéressé à l'alimentation, y compris celle de nourrisson, on a fait des études sur les petits pots qui étaient commercialisés. On s'est rendu compte que ces petits pots contenaient trop de sodium. Le fabricant, évidemment, très malin, sachant très bien que la personne qui choisissait les petits pots, c'est la mère. Et comment elle choisit ces petits pots? Elle goûte. Et donc il fallait apporter ce qu'il fallait pour que la mère trouve bon ce qu'elle goûtait. Or, ce qu'elle trouvait bon était trop riche en sodium pour l'enfant. Ça a été un scandale qui a poussé justement les gouvernants à introduire des réglementations plus limitatives pour les fabricants. Les légumes, évitez ceux ayant des prononcés qui peuvent fermenter, le chou, le poivron, les salsifis, céleri, petits pois, navets, verre de poireau. Suivante. Pour la viande et poissons, prudence pour le poisson gras. Le poisson gras, c'est la sardine, peut-être le rouget, le thon évidemment. Pour le laitage, petits suisses et fromages blancs sont les premiers introduits après 6 mois. Évitez de les sucrer. Les sucres, je vous ai dit, nous avons une tendance idée à aimer le sucre. Ce n'est pas la peine d'en profiter parce que justement, vous allez accentuer cette tendance. Suivante. Alors, pour les boissons, l'eau. Suivante. Évitez les boissons sucrées. Le gluten après 6 mois, l'œuf après 9 mois. Les fruits en coque, les fraises aussi, après 12 mois. Suivante. Alors, les légumes secs, c'est après 18 mois. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, pas tellement. Alors, le gluten, c'est celui-là qui nous intéresse. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des connaissances pour la maladie cœliaque, on sait que probablement l'intolérance au gluten est beaucoup plus présente qu'on le pensait avant, puisque on arrive aujourd'hui à dépister des formes de maladie cœliaque qui étaient absolument inapparentes. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse au gluten. C'est vraiment l'intolérance la plus fréquente. C'est même une mode maintenant, puisque on le préconise pour les adultes pour éviter un certain nombre de problèmes, même quand on n'a pas fait le diagnostic de maladie cœliaque. Donc l'intérêt, c'est de l'introduire entre 4 et 7 mois. Le faire progressivement, en petite quantité. On sait aujourd'hui que les personnes qui sont allaitées au lait maternel probablement vont moins faire ou risquent de moins faire d'allergie ou d'intolérance au gluten. Suivante. Les viandes, c'est une source de protéines, vous le savez, animales. Blanc de rouge, elles sont servies cuites, grillées, bouillies ou cuites à la vapeur. Vous le savez très bien. Suivante. Elles apportent du fer. Ça, c'est intéressant. Mais elles coûtent cher. L'œuf.
protéines d'excellente qualité, moins de fer que les viandes rouges, et puis il y a ce risque d'allergie, en particulier au blanc. Aujourd'hui, pendant longtemps, on conseillait d'introduire le jaune très tôt, vers 4-5 mois, et le blanc vers 10-12 mois. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, on peut introduire les deux en même temps, peut-être un peu plus tard que prévu, après le 7e mois. Alors, le poisson, bon, c'est des protéines aussi, 20% à peu près, bonne qualité, et qui apporte pour certaines quelque chose d'intéressant, c'est les acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga 3. En plus, la vitamine D, E et A, c'est-à-dire des vitamines liposolubles. Elles apportent de l'iode, du fluor et du sélénium. Le problème, c'est celui des contaminants. Tout à l'heure, je vous ai dit l'utilisation dans les mers aujourd'hui avec la pollution. On sait que les poissons, ils avalent tous ces contaminants. Et les contaminants, ce n'est pas quelque chose qu'on élimine, ils s'accumulent dans l'organisme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des légumes et des fruits, pour les poissons aussi. On sait que ces contaminants peuvent perturber le système endocrinien de l'adulte. Suivante. Les fruits et légumes. Je parle des légumes frais, évidemment. Riches en fibres, en eau, sels minéraux, oligo-éléments. L'avantage, c'est qu'ils aident à l'apprentissage à la cuillère et à l'acquisition de la mastication. Vous voyez que c'est vraiment une éducation. Hein. On n'y pense pas, mais pourtant c'est ça. Et chacun de nous a sa façon de progresser, qu'il faut respecter. Suivante. Alors, les céréales, vous voyez, les enfants aiment les céréales, surtout les pâtes. Alors, vous le savez aussi, les céréales sans gluten, sous forme de farine, sont introduites, on peut les introduire à 4 mois dans un biberon de lait. Je dis on peut, c'est pas évident qu'on puisse les conseiller, en tout cas parce qu'elles apportent un supplément de calories. Suivante. Alors, les légumes secs, pour être bien digérés, après 18 mois. Suivante. Alors, en résumé, 0 à 4 mois, alimentation liquide, c'est le lait maternel. 4-6 mois. On va commencer à diversifier. Avec le lait maternel, vous voyez, les céréales infantiles sans gluten, pas beaucoup, des fruits cuits, légumes cuits. Vous voyez les quantités. Le lait maternel reste l'aliment principal. Dès 6 mois, lait maternel, on peut ajouter les laits de suite. Ce qu'il faut à peu près, c'est 600 millilitres de lait par jour. Et vous voyez ce qu'on aura introduit, finalement, les céréales, les légumes, avec des féculents. La pomme de terre est un féculent, je vous le rappelle. Elle doit constituer à peu près, quantitativement, la moitié de la ration des légumes. Fruits cuits, les viandes ou poissons et les aliments lactés. Suivante. Dès 8 mois, vous voyez, les morceaux fondants, et à 12 mois, des petits morceaux. Avec toujours cette diversification, le lait maternel, on peut continuer à le faire. Juste une parenthèse, les études, l'enquête qui a été faite, la Mix 3, la Mix 4, ici en Algérie, a montré l'effondrement de la prévalence du lait maternel dans notre pays. L'allaitement maternel exclusif à 6 mois, la prévalence tourne autour de 7 à 8%. Nous sommes passés, en 50 ans, d'à peu près 90% à 7 à 8%. Enfin, dès 18 mois, des morceaux à mastiquer. Alors là, vous avez un peu de tout. Y compris, vous voyez que j'ai mis noix, noisettes, les amandes en petite quantité broyées. Ce sont donc ces fruits secs. Quelques problèmes pratiques. Évitez de remplacer précocement des biberons de lait par des produits laitiers. Toujours dans le cas de la diversification. Alors, persévérer quand un nourrisson commence à refuser les biberons. S'il persiste, préparez le lait en bouillie, par exemple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez affaire
en face de vous à une personne humaine, à une personnalité, et qui va essayer de s'imposer. Donc, il faut respecter, ne pas imposer, ne pas forcer. Suivante. Ne pas dramatiser s'il y a un refus. Si au début, ils refusent les morceaux, par exemple, ben, ne pas dramatiser, parce que les mères peuvent se sentir un peu en échec. Je pense qu'il faut arriver à persuader les mères qu'on peut parfaitement attendre, qu'on peut utiliser d'autres techniques particulières en passant par le biberon. C'est rassurer la mère qui est important. Personnellement, en tant que pédiatre, quand j'ai affaire à un nourrisson, je prends en charge le nourrisson et la mère. Avec le temps, c'est ça ce que j'ai appris. Suivante. Refus de morceaux, il est fréquent. Pas de conséquences nutritionnelles. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas dramatiser. Se corrige, il faut reproposer, reproposer, reproposer sans forcer. Ça demande de la patience. Ça demande aussi de la conviction. Suivante. Eh bien oui, il faut reproposer tous les 10-15 jours. Et on va revenir. Le refus de légumes, il est naturel. Parce que vous passez à d'autres saveurs, à un autre goût. Vous êtes dans le salé. La néophobie, c'est la phobie de tout ce qui est nouveau chez l'enfant, sur le plan alimentaire. On le décrit à 2-3 ans. Il faut le savoir. Rassurer les parents, sur ce point-là, et la meilleure façon de les rassurer, c'est de leur dire que ça n'a pas de conséquences nutritionnelles. Expliquer que pour l'enfant, il s'agit d'un aliment nouveau, même s'il l'acceptait avant sous forme mixée. Suivante. Alors là aussi, toujours continuer à proposer. Évidemment. Suivante. Voilà. Les forcer, c'est un viol. Excusez-moi du terme. Forcer un enfant à manger, c'est un viol. Suivante. Alors, toujours le petit pot, l'enfant peut refuser le plat préparé par la mère, c'est toujours un échec perçu comme un échec et c'est embêtant. Elle peut être mal vécue donc par la mère, mais je pense que là aussi, il faut être en contact avec cette mère pour la rassurer. Le problème de néophobie, je vous ai dit, l'enfant, il a une phobie de tout ce qui est nouveau. En plus, quand c'est un goût qui n'est pas sucré. Il faut en tenir compte. Cela veut dire qu'il ne faut pas forcer, encore une fois, je m'excuse d'insister aussi lourdement. Cela veut dire qu'il faut de la patience. Cela veut dire que c'est une véritable éducation. La diversification, c'est de l'éducation de l'enfant. Suivante. Et après. À 3 mois, oui, évidemment, alimentation diversifiée sans être anarchique. C'est hélas ce que nous voyons aujourd'hui de plus en plus chez nous. Elle se poursuit avec les laits de croissance. Et on continue à apporter fer, acides gras essentiels, avec un meilleur équilibre entre les différentes compositions d'acides gras. Alors là aussi, la quantité, c'est 500 ml minimum par jour, sans dépasser les 800 ml. Le danger, c'est, je vous ai dit, l'excès d'apport protéique. Éviter les fritures. À cet âge-là, après 1 an, après 18 mois surtout, tous les fruits peuvent être utilisés ainsi que les légumes. Je pensais en particulier à certains fruits qui sont réputés allergisants. Je pensais aux fraises. Suivante. Limiter les sucres, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à apporter trop de sucre. Tout à l'heure, je vous ai dit, apporter de l'eau, ne pas sucrer les boissons. 4 repas. Et favoriser la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Ça, c'est important. C'est là l'éducation. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est pas évident. Il faut s'impliquer. Il faut de la conviction. Il faut du temps. Voilà. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'est ça. C'est que finalement, à travers la diversification, c'est une étape très importante dans la socialisation de l'enfant.
Dante aussi, à mon avis, cette éducation qui va lui permettre de profiter de tout ce que la vie peut lui apporter en termes alimentaires, mais c'est aussi quelque part la prévention d'un certain nombre d'affections qui plus tard vont toucher le futur adulte. Je vous remercie.